pour nous présenter vite fait, moi je m'appelle Baptiste. Et moi Siloé. Et on a tous les deux fait les mêmes études, donc on s'est rencontrés à Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye. Et en fait, on a passé notre dernière année de sciences politiques en école d'art, parce que Siloé comme moi, on avait envie d'aller voir autre chose, on n'était pas vraiment concernés par les matières qu'on avait étudiées, et du coup on a proposé à nos profs de partir de l'école et d'aller en école d'art, et ils nous ont dit plutôt que de quitter l'école, vous allez faire les deux. Et du coup on a eu la chance de pouvoir faire ce parcours un peu atypique qui est ce double diplôme. L'école d'art, c'était l'école d'art de Cergy, dont vous entendrez peut-être parler parce qu'il y a une belle section cinéma là-bas. Enfin, il y a beaucoup d'élèves qui ils sont assez touche à tout, mais en général ils aiment bien faire de la vidéo aussi. Même documentaire. Et du coup, de cette école, nous on a eu quelques expériences dans le monde de l'art. On a fait une installation qui consistait à faire pousser des plantes dans des instruments de musique. Et on a fait pousser des plantes pendant 4 mois dans des guitares, et avec l'institut qui s'appelle l'Institut de recherche et de coopération d'acoustique musicale, qui est un truc hyper bizarre qui étudie le son et qui est basé sous le centre Pompidou à Paris. Donc vraiment la place à côté où il y a les fontaines, tout en dessous en fait c'est des locaux d'un groupe de recherche sur l'acoustique. Et ils nous ont aidé à créer des micros qui captaient en gros la croissance des plantes dans les guitares. Et donc après, on a exposé ces guitares avec les plantes qui poussaient sur les cordes dans une serre en verre, dans une galerie dans le Marais. On vous montrera si vous voulez, on a quelques vidéos de ce truc. Je sais pas si on doit voir ça. C'était assez sympa, et en fait, en sortant de là, on s'est dit on a été approché par la mairie de Sens, qui nous a demandé, en gros, si ça nous intéressait de faire la médiation d'un festival qui va avoir lieu à Sens, dans le palais synodal, qui s'appelle Synode Parler de paysage, et qui va en gros poser plein de questions sur la façon dont les êtres humains interagissent avec l'environnement. Donc qu'ils soient urbains, naturels et tout ça. Enfin vraiment des questions sur l'anthropocène, l'écologie. La notion de paysage, mais pas forcément le paysage. Quand on pense au paysage, on pense souvent à la nature, à la montagne, à la mer. Mais là, le paysage dans le sens large, en fait, le paysage urbain et tout ça. C'est une expo qui aura lieu, qui commence en juin dans le palais synodal. Et du coup, nous, ils nous ont dit ça, ils nous ont dit est-ce que ça vous intéresse de faire cette médiation? Et on a dit, parce qu'en fait, on nous a expliqué qu'à Sens, il y avait un problème enfin, c'est pas vraiment un problème, mais il y avait une fracture qui était très marquée entre le centre-ville et la périphérie. Parce que vraiment, il y a physiquement cette espèce d'amande là, et en plus, le résultat de cette fracture physique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mélange entre le centre-ville et la périphérie en termes de mouvement de population. Et nous on s'est dit, écoutez, on veut bien faire une médiation pour Synode 2.0, mais ce qui nous intéresserait plus, ça serait de créer des liens entre le centre-ville et la périphérie à travers des ateliers collectifs auxquels tout le monde pourrait participer. Ils nous ont dit, ok, pas de souci. Et donc là, nous on a réfléchi en vertu de nos études et de ce qu'on savait faire, sur ce qu'on pourrait proposer. Et on a eu plusieurs exemples de street art et de street artistes qui nous sont venus en tête et qui ont inspiré un peu le projet qu'on aimerait faire aujourd'hui. Dont on va donc parler après. Ouais, dont on va parler après. Bon, on vous en parlera après parce que sinon on va devoir le répéter avec le BTS et ça va vous saouler, je pense. Donc on va plutôt revenir sur un peu une très rapide histoire du street art, et on va plutôt discuter d'exemples de ce qui a déjà été fait. Et peut-être voir si ça vous évoque des choses ou pas. Ça c'est vas-y, je te laisse. Ouais, c'était des questions d'introduction, mais du coup, si vous avez déjà abordé la question du street art, je sais pas trop dans quelle mesure on peut en discuter, mais en fait, quand on a préparé aussi cette introduction-là pour les collégiens, on avait envie de discuter de manière générale, quand on n'est pas peut-être familier avec la notion de street art, où est-ce qu'on trouve les œuvres d'art, en général. Donc je ne sais pas si vous avez envie qu'on discute de tout ça, ou si c'est des notions qui, comme vous les avez déjà abordées, peut-être pas la peine. Vraiment rapidement. Ouais, rapidement. Parce que du coup là c'était censé être un moment d'échange entre nous. Donc du coup je vous demande si, de manière générale, où est-ce que vous voyez des œuvres d'art? Est-ce que déjà vous êtes un peu familier? Est-ce que dans votre quotidien ça vous arrive d'en voir? Et si c'est le cas, où est-ce que vous en voyez? On en voit partout. Alors partout où précisément?
Moi j'estime qu'il y a un peu tout qui est des œuvres d'art, mais par exemple quand là vous voyez vous êtes passé dans le couloir, il y a eu plein d'affiches de cinéma. Ouais. Moi j'estime que c'est des œuvres d'art. Les affiches? Ouais. Là Ok. aussi, l'affiche du Festival de Cannes 2014 elle est super belle. Ouais. Le Stanley Kubrick, pas de Stanley Kubrick, mais là aussi. Donc un peu partout. Puis nous on regarde beaucoup de films, donc automatiquement c'est des œuvres d'art. Donc c'est quoi pour toi qui définit une œuvre d'art? Une œuvre d'art, c'est quelque chose sous n'importe quelle forme qui a été créé par quelqu'un dans le but de faire ressentir des choses à d'autres gens. Ok, donc par exemple, ça serait quoi la différence entre un artiste et un designer? Par exemple, quelqu'un qui a fait une super belle chaise et quelqu'un qui a fait une belle peinture. C'est que la chaise elle a une fonction bien précise alors qu'une œuvre d'art elle n'en a pas forcément en quelque sorte. Ok, donc c'est la question de la fonction qui définit la qualité artistique d'une œuvre. C'est intéressant parce que c'est un débat sans fin, hein, on n'a pas de réponse à vous apporter ou quoi que ce soit. Nous-mêmes on se la pose souvent parce qu'on a des amis designers qui recherchent ce statut d'artiste parce qu'ils ont mis tellement de travail et d'efforts et de leur œuvre, si tu veux, elle est tellement travaillée tu vois, c'est tellement le résultat d'une pensée qui considèrent que c'est une œuvre d'art, même si tu peux t'asseoir dessus, tu vois. Et du coup, ils ont un problème avec le fait qu'on ne les considère pas comme des artistes, mais comme des artisans. À l'inverse, les artistes, il y en a qui peuvent avoir des problèmes aussi avec le concept d'œuvre d'art, parce que par exemple, si tu dessines quelque chose, tu vois, pour un artiste, c'est très compliqué de vendre ça à 20 € un dessin, tu vois. Parce que le marché de l'art, les codes de l'art font que c'est une œuvre unique, dessinée par toi, et donc forcément ça doit valoir au moins 200 €, tu vois, selon le format. Parce que sinon ça veut dire que tu brades ton art. Et du coup c'est très compliqué pour eux parce que eux par exemple ils aimeraient bien se rapprocher plus des artisans pour pouvoir produire des objets qui ne soient pas considérés comme des œuvres d'art mais comme quelque chose tu vois, à la portée de tout le monde, comme par exemple une affiche. Une affiche, c'est un superbe exemple d'œuvre d'art qui est tellement multipliée qu'on pourrait dire que c'en est pas une. Tu vois, on pourrait dire ton affiche, elle a été tellement imprimée, tellement machin que finalement, quand tu l'as chez toi, t'as pas vraiment le travail initial, tu vois. Mais c'est les deux aspects de la chose se justifient. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous, en tant que filière cinéma, vous êtes très en contact avec des œuvres d'art qui sont un type d'œuvre d'art très particulier, qui sont les films, qui sont immatériels déjà et qui sont facilement transmissibles, contrairement à un tableau qui, une fois qu'il est dans un musée, il ne peut pas bouger. Et cette notion de diffusion de l'art, c'est aussi une des bases du street art, c'est de là que le street art est né. En fait, le street art, il a des origines qui sont super diffuses. Vous imaginez bien qu'il y a des gens qui s'amusent à faire remonter le street art aux grottes de Lascaux, qui disent que les premiers graffeurs c'était le néolithique dans les caves, à peindre des bisons, des choses comme ça. Bon, c'est un peu provoque, mais l'idée générale, elle est là, c'est que c'est des origines très diffuses. En ce qui concerne précisément le graffiti, en tout cas, ce qui a donné naissance, j'ai lu plusieurs choses sur l'origine du graffiti. Il y en a une qui est assez intéressante, qui est pas très pertinente, mais qui explique quand même une des racines du street art. C'est un ouvrier américain en 1942 qui travaillait dans une usine de fabrication de bombes pour l'armée et qui s'appelait Kilroy et qui écrivait toujours sur ses bombes Kilroy was here. Et en fait, les Américains larguaient des bombes avec son tag dessus, et du coup, c'est devenu une sorte de blague pour les soldats qui redisaient cette phrase et qui les graffaient sur les murs dans les endroits où ils allaient. Mais ça, déjà, c'est super sordide. Et en plus, ça dit pas grand-chose du street art, si ce n'est la volonté de faire passer un message au plus de monde possible. Bon, même là c'est sur des bombes. C'est quand même quelqu'un qui voulait montrer son identité, donc s'approprier un objet, une bombe, et exporter sa signature un peu partout. Et ça a donné naissance au tag plus tard. Alors là, l'histoire est beaucoup plus mini. C'est à Philadelphie. Un mec qui s'appelait Cornbread, c'était son pseudonyme de tagger, de graffeur, et lui en fait il écrivait des messages d'amour à la même personne partout dans la ville, et c'était un des premiers, hein, donc personne faisait ça à l'époque.
Et d'ailleurs, ce qui est assez intriguant, c'est de voir que ça n'a pas choqué les gens. Au contraire, les journaux, apparemment, lui ont lancé un défi en lui disant où tu es capable d'aller en termes d'inaccessibilité des endroits. Et du coup, lui, il s'est amusé et je crois qu'il a même graffé le jet privé des Jackson 5 avec son truc Cornbread. Donc là, ça c'était dans les années 60 et ça commençait déjà à prendre. Mais c'était plus le tag que le graphe. Et la différence, c'est que dans le graphe, il y a vraiment un aspect esthétique qui est super important. Alors que dans le tag, ce qui est important, c'est comme on disait par exemple avec les affiches, c'est diffuser. C'est vraiment être partout. Une affiche, littéralement, c'est fait pour être partout. C'est fait pour donner la conscience de l'existence d'un film au plus de monde possible. Et donc ça, c'est pour les taggers, c'était le New York des années 70-80. C'était en gros, ils mettaient leur nom ou leur pseudo avec le numéro de leur bloc, de leur quartier, et ils essayaient d'en mettre partout. Et il y avait des guerres de territoire comme ça, où il fallait aller mettre son nom au plus d'endroits possible. Il y a des images complètement psychédéliques d'un éléphant dans un zoo qui a été tagué par un des premiers graffeurs à New York. Bon, alors c'était l'époque où les droits des animaux et tout ça, c'était pas non plus... mais il y avait toujours ce côté diffusion, montrer au plus de monde et tout ça. Et c'est d'autant plus évident que ça s'est développé avec le développement des métros à New York. Plus il y avait de métros, plus il y a eu de graffeurs en fait. Et les graffeurs, ils graffaient quoi ? Les métros, parce que les métros, ils passent partout et tout le monde les voit. Et c'est devenu petit à petit une des œuvres d'art. Enfin, ça a pris un aspect esthétique en incorporant d'autres sous-cultures en fait. Le graphe, c'était un truc, c'était une calligraphie. Et puis ça a incorporé des cultures qui sont évidemment les cultures de l'époque. Donc en premier, étonnamment, le punk, parce que les premiers graffeurs, ils suivaient les Clash. Donc c'était un groupe de punk londonien des années 70. Et puis après, bien sûr, le hip-hop. Et c'est le hip-hop qui a transformé le graffiti en un art. Puisque souvent, les graffeurs étaient DJ, les DJ étaient graffeurs. Et puis les gens qui dansaient faisaient du graphe ou connaissaient les mecs qui graffaient et ils se sont tous rencontrés comme ça. D'ailleurs, il y a une excellente série, je ne sais pas si vous avez vu, The Get Down, qui est sur... c'est une série qui est faite par Scorsese, je crois. Et qui en fait montre en parallèle, c'est une série vraiment good vibe, hein. Si vous ne savez pas quoi regarder, je vous la conseille, c'est vraiment, il se passe que des choses bien, c'est super bien filmé, super bien, la musique est exceptionnelle puisque c'est la naissance du hip-hop croisée avec la naissance, c'est la fin du disco et la naissance du hip-hop. Et comment ça s'est entrecroisé, et là vous allez voir toute la culture du graphe et du street art en images. Parce que c'est des images d'archives du New York des années 80, ils ont reconstitué toute l'ambiance, les premiers DJ, les premiers mecs qui ont inventé le scratch, c'est vraiment historiquement c'est super bien fait. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur du coup le graphe est devenu comme ça petit à petit un vrai art, puisqu'il s'est développé esthétiquement, on est passé du simple geste de la bombe à des lettres un peu calligraphiées, et puis après il a pris plein d'autres formes. Et plein de techniques en fait. Et plein de techniques différentes. Tu veux enchaîner ? En fait, on a mis quelques images notamment Invader et Banksy, parce que je me suis dit que peut-être vous aviez déjà vu, entendu parler. Notamment, alors Invader, je ne sais pas s'il y en a à Sens, mais pendant un moment, on en cherchait, nous, à Paris, on était à l'affût de... Donc c'est un artiste je crois que maintenant on connaît son vrai nom, je ne l'ai plus en tête, mais qui reste toujours masqué, on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne connaît pas son visage, qui s'amuse à mettre comme ça c'est son symbole phare, c'est des mosaïques en fait, et c'est une sorte de petit bonhomme, comme ça, comme un petit virus qui envahit les villes. Il a commencé à Paris, et puis aujourd'hui je crois qu'il y en a 3900 dans le monde, dans 79 pays, je crois que c'est quelque chose comme ça. Il y en a dans une station spatiale aussi. Il y en a dans l'espace, il y en a aussi dans la baie de Cancun, ouais. au fond des océans. Enfin voilà, au départ il a commencé sans avoir, c'est ça qui est intéressant avec les cultures du street art aussi, sans avoir d'autorisation, parce qu'au départ c'était, comme disait Baptiste, il fallait occuper l'espace public, c'était marquer son territoire, et donc on n'allait pas s'amuser à demander, les artistes ne demandent pas du tout l'autorisation pour le faire. Et Invader a commencé comme ça aussi, à chaque fois qu'il y a une installation, en fait on ne le sait pas, on le découvre. Banksy c'est la même chose. Aujourd'hui je crois Banksy je crois qu'il ne demande pas d'autorisation, Invader parfois il le fait. Et puis en plus maintenant ça s'est un peu institutionnalisé, leurs arts sont exposés, ils sont dans des
ils sont achetés par des collectionneurs, ils sont dans des galeries, donc ça a un peu changé, c'est un peu différent aujourd'hui. Mais à la base, c'est quand même un peu une culture de la contestation quand même, et du fait que en fait, l'art il doit être accessible à tous et pas du tout fermé enfermé dans des murs, dans des galeries, dans des musées, parce que potentiellement, il y a plein de gens qui n'y vont jamais en fait. Invaders, je ne sais pas si le concept, c'est évidemment de mettre ces petites mosaïques, mais il y a une appli aussi qui s'appelle Flash Invaders et qui vous permet de flasher ces petits symboles qui sont partout. Hein. Il y en a 1350 à Paris et après un peu partout dans le monde. Et ça vous fait des points comme ça et c'est assez addictif. Si un jour vous baladez dans Paris, téléchargez Flash Invaders parce qu'il y en a partout, donc c'est rigolo. Et pour finir peut-être là-dessus, comme disait Siloé, donc le but à la base c'était de quelque chose de contestataire et tout ça, mais évidemment ça s'est institutionnalisé puisque déjà les graffeurs eux-mêmes passaient énormément de temps à graffer, ils faisaient des pièces incroyables qui étaient nettoyées en 2 semaines, donc au bout d'un moment ils commençaient à trembler un petit peu. Il y a des grands noms du monde de l'art qui ont incorporé la culture graphe à leur travail, donc il y a Basquiat, il y a Chris Haring, qui dessinait à la craie dans les métros des formes comme ça, et ce sont des gens qui ont fait rentrer le monde de l'art, qui ont fait rentrer le graphe dans le monde de l'art, donc dans les musées, dans les trucs comme ça. Parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des histoires, mais un Banksy sur un mur, il y a des gens qui volent les murs. Il y a des gens qui arrivent au marteau-piqueur et qui cassent le mur et qui le ramènent chez eux pour avoir un Banksy. Donc pareil, les Flash Invaders, ils sont arrachés. Puis même, donc évidemment, il y a 2 choses. Hein. C'est dommage parce que ça a trahi un peu l'esprit du street art. Et en même temps, ça permet aussi à ces gens-là de vivre. Puisque avant, ils pouvaient faire des œuvres titanesques sur des murs et tout le monde en profitait, mais personne ne payait. Donc c'est toujours un peu compliqué, on en reparlera si vous voulez, si vous avez un avis là-dessus. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que vous en pensez quelque chose du fait que le street art rentre dans les musées, ça vous évoque quoi? C'est un peu contradictoire et c'est frustrant, je trouve. Parce qu'en fait, le but même de street art, c'est d'être dans la rue et que ça soit public à tout le monde, mais peut-être de manière éphémère. Et c'est ce qui est charmant en fait. Par exemple, moi je sais que quand je vois à Dijon, par exemple, il y a un grand mur qui est tout peint. Et il va forcément finir par disparaître un jour, mais à chaque fois que j'y vais, je le prends en photo. Et si on le retirait de là, si on retirait le mur, ce qui n'est pas possible, parce que ça tient un bâtiment, et qu'on le mettait dans un musée, ça serait beaucoup moins charmant. Et ça rentrerait beaucoup moins dans le paysage et le contexte dans lequel il s'inscrit en fait. C'est complètement vrai, d'ailleurs je pense que pas mal de street artistes ils le revendiquent comme ça, tu vois. Mais d'un autre côté, comme on disait tout à l'heure, ça met du beurre dans les épinards, ça leur permet de manger aussi. Et du coup de continuer en fait, d'en faire, tu vois, potentiellement. Le quartier de Bushwick à New York, alors c'est super frustrant. L'œuvre, je sais même pas si c'est un portrait de qui ou quoi, mais ça a dû prendre des heures et des jours et des semaines. Donc oui, je comprends qu'il y ait une envie de rentabiliser ça et de l'exposer. Mais du coup, d'un côté, ça casse un peu le charme, mais je comprends aussi, parce qu'à un moment, tout travail mérite salaire, quoi. Vous en pensez quoi, sinon les autres? Après, ils peuvent juste... ce qui est bien, c'est juste de prendre des photos et peut-être les vendre sous forme de posters, des trucs comme ça, mais les laisser où ils sont dans la rue. Oui. Je ne crois pas que les œuvres soient... qu'on enlève des morceaux de mur pour les mettre dans des galeries, je crois pas que ça se passe vraiment comme ça. L'œuvre est faite dans l'espace public, elle est au cœur même d'un mur, d'un paysage, donc on la détache pas. Je pense que ce qui est vendu, c'est comme tu dis, c'est d'autres formes de... C'est une édition, c'est une photo, c'est... Après c'est déjà arrivé, littéralement, qu'il y ait des gens qui mettent des morceaux de mur dans les musées. C'est déjà arrivé pour des œuvres super chères. Après, en général, ce qui se passe, c'est que les street artistes qui commencent à être connus en graffant dans la rue, ils s'adaptent au médium des musées. C'est-à-dire, Banksy, il a fait des toiles. Bon, après, Banksy, c'est vraiment un cas particulier parce que personne ne connaît son identité, que la dernière toile qu'il a vendue aux enchères, elle s'est déchirée sous les yeux du public. Elle s'est même déchirée. Elle a été déchiquetée en fait. Ils l'ont vendue, elle était dans un cadre comme ça. Ils ont fait adjuger, vendu 250 000 €, je crois.
Et en fait, au moment où il a dit vendu, le mec, la toile, enfin, en fait, le cadre, c'était une déchiqueteuse cachée. Et la toile est descendue dans la déchiqueteuse comme ça et est sortie en miettes. Donc voilà, petit coup d'éclat de Banksy. Mais lui, il aime bien faire des trucs comme ça. Mais après, c'est aussi le street artiste le plus cher du monde. Donc voilà, comme d'habitude, tu vois, c'est hyper compliqué entre... Après voilà, il a fait des œuvres qui ont été super importantes politiquement, des graves sur le mur entre la Palestine et Israël. Il a fait, donc c'est quelqu'un à qui on ne peut pas reprocher d'être un vendu dans le monde de l'art, puisque c'est plutôt les gens qui s'approprient très très cher ce qu'il fait que lui qui les vend très cher, parce qu'il ne vend pas grand chose de lui-même en fait. Mais voilà, ça c'est pour... Et puis lui il est dans la culture hip-hop et tout ça, il est complètement intégré à cette culture. Et pour finir, un dernier artiste dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Georges Rousse, qui lui travaille très spécifiquement un concept qui s'appelle l'anamorphose, qui consiste, alors là du coup c'est la même œuvre, juste c'est selon le point de vue duquel on se place, l'œuvre apparaît en fait. Donc là il suffit juste de se déplacer dans l'espace, dans la pièce pour faire apparaître l'œuvre. Alors c'est hyper intéressant en fait, alors à la base cet artiste il faisait des études de médecin. Et puis on lui a donné un jour à Noël, on lui a offert un appareil photo et il a pris quelques notions comme ça avec un professionnel de prise de vue. Et puis il s'est passionné par la photo et puis il a découvert Carré noir sur fond blanc de Malevich et puis voilà, il a trouvé ça génial, les notions de perspective. Et donc il s'est lancé là-dedans et c'est un peu un des artistes phares des œuvres comme ça dans des espaces souvent, dans des espaces abandonnés qui vont être détruits ou qui vont être complètement transformés. Donc même chose, ces œuvres, elles sont là que l'espace de quelques mois, quelques semaines, et puis elles disparaissent. Et surtout, elles ne restent que, en fait, elles sont restituées que par la photographie, du coup. Ou bien il faut être présent sur place et se situer sur le bon axe de vue pour pouvoir voir l'œuvre, ou bien il faut voir ces photos exposées dans des galeries ou dans des musées. Voilà, là, bien sûr, donc l'idée c'est... Et en fait, alors je ne sais pas si vous avez vraiment bien compris comment ça marchait, mais il peint réellement dans l'espace. Il se place d'abord, il choisit son endroit, il prend une photo, et puis ensuite il va très précisément marquer les endroits et les peindre dans l'espace. Donc là, c'est une question qui est... parce qu'un des critères du street art qui est donné par tous ceux qui ont tenté de le définir, c'est son aspect éphémère. En fait, ce qui définit le street art, c'est le fait justement, ça rejoint un peu notre conversation de tout à l'heure sur le fait qu'un mur, il est magnifique, mais il va disparaître. Ben, finalement, c'est quelque chose d'inhérent au street art. C'est vrai.